Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes Anne-Lise Moreau de chez Avisia et Élise Nicolo de chez SNCF Gare et Connexion. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter comment SNCF Gare et Connexion centralise et crée un accès unique aux indicateurs de l'entreprise. Donc, tout d'abord, quelques mots sur Avisia. Avisia, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la data. Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur de la donnée, depuis du cadrage et la trajectoire pour définir les besoins du métier, jusqu'à la consolidation des données et le traitement de données sur différentes plateformes, et enfin sur la restitution et l'analyse en fonction du besoin métier. Elle peut être analytique, descriptive ou même prédictive. Donc Avisia, c'est 250 consultants répartis en 5 agences, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes. Et on est 3 consultantes spécifiquement dans l'équipe data de chez SNCF Gare et Connexion qu'Élise va vous présenter. Bonjour. Alors, comme une petite vidéo, ça vaut bien 1000 mots. On va commencer par ça. Ça fait des petits frissons hein, quand même. Alors SNCF Gare et Connexion, c'est la SA du groupe SNCF qui est responsable de l'ensemble de la gare et de ses équipements. Sur ce slide, vous pouvez voir quelques chiffres clés. Il y en a un qui est très important pour nous, c'est celui des 10 millions d'usagers quotidiens de la gare. Pour nous, ça représente un appel à un fort engagement quotidien dans notre travail. Heureusement, chez Gare et Connexion, on a une expérience et une expertise qui nous permettent d'être des vrais spécialistes de la gare, avec, comme vous l'avez vu dans la vidéo, une grande diversité de métiers et de compétences. Et qui dit beaucoup de métiers, dit beaucoup de données. Et pour exploiter ces données, Anne-Lise et moi, on travaille au sein de l'équipe data de Gare et Connexion, ici à Nantes, à quelques pas. Et notre travail au quotidien, c'est de répondre aux besoins des métiers de Gare et Connexion en termes d'indicateurs et de tableaux de bord. On est responsable de toute la chaîne de la donnée, donc ça va de la collecte à la restitution en passant par le traitement. On va vous montrer ça plus en détail dans la présentation. Donc, pour répondre à notre problématique du jour, on va regarder ça en 4 étapes, de la naissance du besoin, en passant par la collecte des données, puis le traitement des données et enfin la visualisation des données. Donc, pour débuter la naissance du besoin, je laisse Élise vous présenter comment est né One Dashboard. Alors, vous avez vu dans la vidéo, il y a plein de métiers dans la gare. Les gares, c'est comme des petites villes. On peut citer comme métier, par exemple, la propreté, la sûreté, les objets trouvés ou encore l'affichage aux voyageurs. Et notre histoire, elle commence fin 2020. À ce moment-là, notre équipe réalise déjà des dashboards à destination des différents métiers de Gare et Connexion. Des tableaux de bord qui sont assez poussés et qui sont spécifiques à ces métiers-là. Mais force est de constater qu'il est compliqué d'avoir une vue d'ensemble quand on veut piloter l'entreprise.
parce que voilà, nos tableaux de bord sont disséminés, on ne peut pas se faire une image globale, on ne peut pas mettre le doigt facilement sur ce qui va et surtout sur ce qui ne va pas et qu'il faudrait améliorer. C'est pour ça qu'à ce moment-là, notre direction émet le souhait que toute l'entreprise partage une vision commune de la performance. Et pour ça, il faut que nos indicateurs ils soient centralisés, partagés, fiables, et puis qu'ils soient accessibles via un point d'entrée unique. Et c'est comme ça que naît l'aventure One Dashboard. Et pour se lancer dans ce grand défi de centralisation de la donnée et d'unification des indicateurs de l'entreprise, on a commencé par une phase de cadrage que je laisse Anne-Lise vous décrire. Donc la phase de cadrage, elle s'est faite en trois étapes principales. La première, c'était d'identifier les différentes visions. Donc c'était un cadrage 360 pour identifier vraiment le produit fini. Pour identifier ces différentes visions, on a voulu savoir à qui on allait s'adresser par la mise en place de personas pour identifier les différents profils utilisateurs. Une fois ces différents profils définis, on a pu contacter certains futurs utilisateurs qui pourraient nous émettre leurs besoins, nous dire un peu ce qu'ils voudraient voir sur leur dashboard en termes d'indicateurs, et ce qui nous a permis ensuite de passer à la dernière étape, c'est-à-dire de s'accorder sur tout ce qui est règles de calcul au niveau des indicateurs pour avoir une uniformité entre chaque vision et que tout le monde ait la même vision d'un même indicateur. Donc une fois cette phase de cadrage passée, on passe à la collecte de données. Donc déjà la collecte, en quelques chiffres, c'est plus de 35 interlocuteurs métiers différents ou fournisseurs de données, vraiment de tout métier de la gare, avec plus de 50 sources de données, plus de 300 indicateurs en finalité affichés sur nos dashboards. Donc cette multitude, elle montre déjà qu'on va avoir plein de spécificités, et notamment sur 3 points. Déjà sur la temporalité de mise à jour, on a des indicateurs qui vont se mettre à jour de façon quotidienne, et d'autres par contre qui vont être plutôt de façon annuelle. Aussi, on a des différences en termes de date de mise à jour. Certains vont être très réguliers tous les premiers du mois, ou d'autres vont avoir une période un peu plus flexible à un certain moment bien défini quand même. Et enfin, une dernière différence, ça va être le type de la source de données. On va vraiment avoir des choses très variées, de l'API au dataset Power BI, au fichier plat. On va pouvoir voir ça un peu plus en détail juste après. Donc, toutes ces spécificités, on va vouloir, à partir de ça, créer une collecte adaptée à chaque indicateur pour les récupérer de façon intelligente et quand même mettre à disposition de notre utilisateur l'information la plus fraîche. Donc, sur quoi on s'est appuyé pour réaliser cette collecte? Donc, comme je vous le disais, on a vraiment plein de sources de données différentes. Donc, du Power BI, des fichiers Excel sur du SharePoint, des API, du Salesforce, des fichiers plats. Donc, en fonction de chaque source, on a décidé de prendre un outil vraiment adapté à cette source de données. Donc, on va avoir par exemple de l'Azure Logic App qui va nous permettre de créer des petites tâches automatisées, des Azure Functions pour faire plus des applications Python, du Databricks aussi où on va coder en Python, de l'Azure Data Factory aussi un peu plus pour automatiser certaines tâches, et du dépôt de fichiers sur le Data Lake par nos utilisateurs, enfin nos fournisseurs de données. Et une fois passées dans notre outil de collecte, toutes ces données, elles vont se réunir en un seul et même endroit, qui est notre Data Lake. Donc par exemple, si je vous donne un petit exemple, on a un métier qui est de la sécurité, qui va vouloir nous fournir un nombre de faits de sûreté qui se passent en gare. Donc nous, on lui a mis à disposition un endroit sur un SharePoint, et il va nous remplir les données de façon mensuelle. Donc il les consolide à peu près autour du 5 ou 10 du mois. Et quand il les met à jour dans le fichier Excel sur le SharePoint, on a une Logic App qui va se lancer de façon automatique, qui va venir déposer notre fichier sur le Data Lake et ensuite lancer son traitement de façon automatique pour que ça génère la mise à jour sur nos dashboards. Donc ça, c'est une source de données qu'on peut dire manuelle. Et ces sources de données manuelles, elles nous ont
donner quelques petits challenges, parce que ça représente une belle quantité de données dans notre projet, et notamment 3 challenges importants. Donc déjà, un premier, c'était de se faire connaître des métiers, parce que nos fournisseurs de données, ce n'est pas forcément nos utilisateurs des dashboards. Donc on veut leur montrer notre plus-value à automatiser leurs chiffres et aussi à les diffuser d'une façon différente par rapport à ce qu'ils pouvaient faire juste avant. Enfin, aussi, on a pu les initier à la gestion de données, parce que c'était des métiers qui pouvaient consolider les données dans leur coin. Donc nous, on veut leur montrer, vulgariser un peu la façon dont on traite les données, et aussi travailler en collaboration avec eux pour leur faire formaliser les règles de calcul des indicateurs pour pouvoir nous les appliquer dans nos traitements. Et un petit dernier challenge, c'était de garantir des données toujours à jour, parce que source manuelle, ça peut aussi dire oubli. Donc, on a mis en place une relance automatique par mail. Donc, nos métiers, ils nous avaient donné à peu près un ordre d'idée de quand les données seraient consolidées de leur côté. Donc, on leur envoie un petit mail pour les prévenir. N'oubliez pas de mettre vos données à jour pour nos dashboards. Donc ces 3 étapes, ça nous a créé une robustesse dans notre process pour toujours avoir des données fiables dans nos dashboards. Maintenant, le calcul et la consolidation de données. Donc le process. Donc on a récolté nos données sur notre data lake. Donc on a des données qui sont récupérées spécifiquement pour le projet One Dashboard et qui sont donc sur le data lake. Mais aussi, en tant qu'équipe data, on va traiter des données pour de multiples projets. Et ces données, on les aura pré-traitées et on les aura intégrées dans des données, dans des bases SQL. Et elles vont devenir aussi en entrée de ce projet One Dashboard. Ensuite, pour traiter toutes ces données, donc on a une phase de traitement qui va se faire à l'aide d'Azure Functions et de Python. Donc les Azure Functions, c'est des petites applications serverless que nous, on va coder en Python. Et leur structure, elle permet d'avoir une application mère qui va contenir toute la structure de code commune, qui va proposer différentes fonctionnalités, comme l'accès à la lecture de données SQL ou l'ajout à des bases SQL, et aussi une configuration principale, donc l'accès au data lake ou même l'accès à la base de données. Et après cette application mère, en dessous, on va avoir des applications qui vont plutôt être enfants. Chacune va traiter une source de données différente et utiliser les fonctionnalités mises à disposition par l'application mère. Et donc ces petites applications enfants, elles vont prendre les données pour un indicateur et les ajouter à la base SQL. Donc cette structure, elle est intéressante pour nous parce qu'elle permet une plus grande maintenabilité. Au niveau de l'application mère, on a une structure de code commune, donc dès qu'on fait une modification, ça implique sur tout le reste. Et aussi, on a une indépendance parce que chaque application enfant peut être lancée de façon indépendante. Et comme ça, elle se met à jour de façon en fonction de la temporalité de mise à jour de notre indicateur, vraiment qui peut être variée. Donc, toutes ces données, elles vont vers notre base SQL. Donc, c'est la force un peu de notre projet, c'est qu'on a une base de données qui va rassembler toutes les données de la gare. Donc, on a un modèle de données avec plusieurs tables. Donc, plusieurs tables qui vont concerner plutôt la partie des indicateurs. D'autres tables qui vont plutôt concerner la partie géographie autour de la gare. Et la table de faits. Donc, notre table de faits, elle a été réfléchie pour intégrer tout type d'informations à différentes mailles géographiques ou temporelles. Donc on va vouloir intégrer pour une information une valeur à une maille géographique ou temporelle. Si on prend un exemple, notre utilisateur il veut voir le nombre d'objets trouvés en gare sur un jour donné. Donc nous on va intégrer, comme c'est des données qu'on a de façon quotidienne, on va l'intégrer tous les jours pour chaque gare, le nombre d'objets trouvés dans telle gare à telle période. Et à partir de tout ce modèle,
on va créer une vue SQL qui va rassembler toutes les informations que l'on dispose pour ensuite les mettre en entrée de nos Power BI. Et cela va permettre qu'il n'y ait aucune complexité de modélisation dans nos Power BI. Toute l'intelligence, elle va être portée dans la partie traitement. Ça permet que quand on souhaite faire une modification, ça va se faire au niveau du traitement et se répliquer automatiquement dans la data vise. Donc là, je vous ai présenté la partie un peu plus cachée pour notre utilisateur. Et on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe maintenant pour celui-ci. Donc tout ce que vous allez voir, ça a été réalisé en Power BI. Tous les écrans sont faits avec l'outil. Et donc comme vous le disait Elise, l'objectif c'est de créer un portail d'accès unique à la donnée. Donc là, ce que vous voyez, c'est notre portail d'accès. C'est là où arrive l'utilisateur en premier. Donc sur cet écran, on a plusieurs fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui va être un glossaire, qui va rassembler toutes les définitions des indicateurs avec leurs contacts métiers associés. Ensuite, on va avoir une aide à la navigation. Ça permet que notre utilisateur ne soit pas perdu sur l'arrivée de l'application. Il peut aller voir comment lire un chiffre ou sur quelle vision il pourra trouver l'information qu'il souhaite. Et enfin, l'accès aux différentes visions. Donc, ils sont là disposés de façon à représenter les mailles organisationnelles de la SNCF, Gare et Connexion, avec en premier lieu le COMEX, ensuite tout ce qui est direction, et enfin pour une maille plus opérationnelle qui est le niveau des gares. Donc si on rentre un peu plus en détail de ces différentes visions, donc différentes visions, ça veut dire donc différents axes d'analyse. Donc si on prend par exemple, si on se met au sein d'une direction transverse, leur besoin était émis de comparer la qualité perçue, donc la satisfaction des utilisateurs, versus la qualité produite. Donc si on prend l'exemple de la ponctualité, on va comparer la satisfaction des usagers en gare sur la ponctualité des trains versus la ponctualité réelle des trains en gare. Ensuite, sur une vue plus nationale, leur besoin était de pouvoir comparer leur territoire sur différents domaines. Donc ça va aller de la qualité de production, de la qualité de service, les ressources humaines, la finance et même la sécurité. Et ils vont avoir comme ça une vision globale de leur territoire sur tous les domaines. Et enfin, pour une maille plus opérationnelle au niveau de la gare, donc un dashboard qui va rassembler tous leurs indicateurs, des indicateurs plus terrain, et ils vont pouvoir comme ça piloter leur gare plus au quotidien avec ces indicateurs. Donc pour conclure ce REX, on peut dire déjà que One Dashboard, c'était une réussite technique parce que ça a permis de rassembler dans un seul et même endroit toutes les données de la gare. Donc comme vous le disiez Elise, qui est une vraie petite ville, donc avec tous les métiers différents, ça peut aller de la finance aux données de l'environnement, aux données de la qualité de production, donc vraiment très varié. Et tout en gardant une facilité d'utilisation en tant que développeur sur ces données et une maintenabilité pour faciliter aussi le quotidien. Et puis One Dashboard, c'est aussi une réussite métier, déjà parce que aujourd'hui nos indicateurs et nos tableaux de bord réalisés, ça commence à être peu à peu les outils certifiés de pilotage dans l'entreprise. Et puis pour nous spécifiquement, c'était aussi une grande réussite humaine. Pour vous donner quelques éléments quantitatifs, ce projet, c'est 1 an et demi de travail, c'est 7 développeurs mobilisés, c'est aussi tous les interlocuteurs transverses, c'est beaucoup d'interlocuteurs métiers, on l'a vu, c'est aussi beaucoup de mailles hiérarchiques. Le Covid est passé par là-dessus. Bref, il y avait un vrai défi humain à relever. Qu'est-ce que je perds mes mots. Excusez-moi. Et oui, voilà. Nous, un point en tout cas qui peut paraître simpliste, mais qui nous paraissait important de relever, c'est que
on s'est rendu compte que quand on veut centraliser la donnée de l'entreprise, finalement, c'est les hommes et les femmes de l'entreprise qu'il faut faire se rencontrer parfois, qu'il faut réunir, qu'il faut faire collaborer. Et parfois, le seul point commun de toutes ces personnes-là, c'est leur culture d'entreprise. Heureusement, à la SNCF, elle n'est pas des moindres. Mais en tout cas, le facteur humain, il est vraiment primordial. Et sur ce genre de projet data transverse, il ne faut pas se mentir, la plus-value, le retour sur investissement, il n'est pas forcément évident à visualiser et à chiffrer au premier abord. Donc l'engagement des personnes, les embarquer, les faire adhérer, les faire communiquer, c'est peut-être encore plus difficile, mais pourtant important tout au long du projet. Voilà. En tout cas, si on devait faire un retour, si on devait donner un conseil aujourd'hui à quelqu'un qui se lance dans ce genre de démarche, c'est de dire que se doter de compétences techniques pour ce data technique pour ce genre de projet, évidemment, mais le facteur humain, il est sûrement tout aussi important que le facteur technique. Voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on a 3 minutes. Je prendrai la deuxième. C'est le développement et la maintenabilité. Est-ce que c'est fait dans l'équipe? Oui, du coup, le métier, il est vraiment référent de sa donnée, de la mise à jour de sa donnée. Et nous, par contre, on va vraiment être sur le traitement. Donc, c'est nous vraiment qui avons l'accès sur cette partie-là. Et on est toujours en collaboration avec eux pour qu'ils nous remontent, en fait, si en effet, il y a une évolution sur le calcul de leurs données. Et tout le traitement est fait de notre côté. Et sur la partie, je vois ma gare, mais je ne vois pas celle des autres. Nous, on a plus axé la sécurité, l'habilitation, la gestion des droits sur les mailles hiérarchiques de l'entreprise, parce que ce qui intéresse un COMEX, ce n'est pas ce qui intéresse justement quelqu'un qui pilote lui-même sa gare. Donc là-dessus, on a vraiment une gestion des habilitations qui est assez fine. Par contre, on n'est pas trop dans l'optique je gère mon territoire et je ne vois pas les autres. Ça, c'est juste par retour d'expérience. On sait aujourd'hui que mettre les territoires en regard les uns des autres, ça les challenge plus qu'autre chose. Et on a déjà vu certains indicateurs évoluer dans le bon sens quand finalement on sait comparer son territoire par rapport aux autres. Alors, des retours du COMEX, on en a, oui. Ça nous fait trembler tous les premiers du mois quand nos chiffres changent. Mais oui, on a des retours. Et donc, justement, on est sponsorisé au niveau COMEX. Ça nous aide parce que ça nous rend crédibles vis-à-vis de cette population. Donc, d'avoir un sponsor à ce niveau-là, c'est toujours mieux. Ça t'aide toujours quand tu veux être crédible vis-à-vis de ces gens-là. Mais ça nous aide aussi à faire dégouliner la bonne parole et à ce que ce soit ces personnes-là, finalement, qui disent à tout le monde, regardez, ce qu'ils ont fait, c'est fiable, appuyez-vous dessus pour piloter. J'ai perdu la question, je ne sais pas si j'ai trop répondu, mais... On a des retours positifs, on est en cours de déploiement, mais ça se fait tout doucement parce que la fiabilité de la donnée, c'est vraiment un point crucial aussi. C'est vrai que ça mériterait une autre présentation vraiment sur ce point-là, mais on sait très bien que si les gens, on veut qu'ils adhèrent, il faut que ça puisse être, qu'ils puissent avoir confiance dans nos indicateurs. Le COMEX s'est intéressé, je ne vais pas révéler de secret, mais ce qui intéresse le COMEX, par exemple, je sais pas, le chiffre d'affaires, ça les intéresse. Ce qui intéresse le pilote d'une gare, c'est plus de savoir si, je sais pas, ces trains ont été affichés à l'heure ou des choses comme ça, donc ils ne sont pas du tout intéressés par les mêmes choses. Mais par contre, quand je dis intéressé, c'est vraiment la vision de ce dashboard-là est faite de la même façon par tous
COMEX, on va avoir garde en à 90%, Mm. et ça va être à peu près équitable ou pas? Je n'ai pas compris la question. Il y a quelqu'un qui est parti, hein. Vas-y. Désolée. En fait, je me demandais si c'est le COMEX qui garde en majorité cet âge-là, ou en fait, même les autres. Non, même les autres. Non, aujourd'hui, d'ailleurs, le COMEX, c'est une dizaine de personnes. Hein. Et aujourd'hui, on se rend compte que la maille, la couche la plus basse, c'est-à-dire le pilotage opérationnel, c'est lui qui s'empare finalement le plus de nos tableaux de bord. Hein. Voilà. Si c'est bon pour les questions, et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Avisia.